Comme souvent, on va attendre juste quelques minutes. Je vais marquer ici démarrage à 11h05. Juste le temps que tout le monde ait le temps de se connecter parce que je crois qu'on est à peu près la moitié des participants à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que je suis audible? Sariane? Oui, on t'entend très bien. Et est-ce que tu vois le slide ici? Oui, en grand écran, c'est parfait. Ok, très bien, merci. Alors, je vois qu'on a déjà des questions. Ah bah non, c'était. Merci, merci aux participants qui nous a fait un petit retour. Je crois qu'on va être un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, on démarre à 11h05 précise. Juste le temps de laisser aux retardataires le temps de se débrouiller, on va dire, avec GoToWebinar. Donc le webinaire, pour ceux qui sont déjà là, bah, il peut être participatif, hein. Vous pouvez poser des questions à travers le système GoToWebinar. Je crois que vous avez un petit onglet qui vous permet de soit de lever la main, soit sinon de mettre des questions, et puis je prendrai le temps du coup en fin de parcours de les évoquer et puis d'y répondre. On commence à être pas mal. Allez, encore juste 2 minutes. Allez, dans 1 minute, on démarre. Je pense qu'on va se rapprocher de la liste complète. Du coup, on va démarrer. Bonjour à tous et puis bienvenue sur sur ce petit webinaire sur la partie SOC, donc Security Operations Center, en français Centre opérationnel de sécurité. C'est de la sécurité managée, mais du coup d'une manière assez organisée. Alors c'est parti pour cet échange. Donc je vous propose le petit sommaire que vous allez voir là.
Bon, l'idée d'un SOC, c'est de confier votre sécurité à une tour de contrôle. Donc, on va voir à quoi ça sert. On va voir un exemple de situation avec et sans SOC. Ensuite, on va vraiment définir le SOC dans la partie technique et organisationnelle, et puis se donner un exemple d'application. Et en toute fin, je vous présenterai la structure que nous sommes pour que vous puissiez, si le besoin en est, vous équiper d'un SOC. Et puis j'ai oublié de le dire, je m'appelle Christophe Bruno, je suis le responsable commercial chez Ideline. Alors pourquoi un SOC? Si on se replace fin 2023, on va prendre la stat, hein, vous avez 28 902 CVE, donc vulnérabilités publiées. Ça veut dire 79 vulnérabilités publiées par jour, et ce sur l'intégralité des équipements, c'est-à-dire autant du serveur Exchange pour ceux qui en ont encore en local, autant du firewall, du switch, de l'Office. Alors 365, il y a eu des sujets un petit peu particuliers. PC, téléphone, les logiciels sur les PC, les Google Chrome et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que, il est super important de s'occuper des CVE? Parce qu'en fait, une CVE, c'est une vulnérabilité, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est publiée publiquement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont abonnés par exemple à CERT, là, vous voyez ici, ou par exemple au flux de cybermalveillance, sont informés de cette vulnérabilité. Et les CVE, du coup, sont le petit moment croustillant pour la piraterie, hein, puisque du coup, ils n'ont pas besoin d'acheter ces failles, ils peuvent les avoir en fait de manière gratuite. Donc, le problème étant que vu qu'on a presque 80 vulnérabilités par jour, on a des équipes informatiques dans les PME qui n'ont simplement pas le temps et qui capitulent devant ces sujets. Alors, elles capitulent pas forcément entièrement, hein, mais par contre, elles prennent du retard sur le patching des CVE. Vous allez voir que le SOC, bien sûr, ne s'arrête pas du tout à cette logique-là, mais c'est une des premières. On va prendre avec des pincettes le graphique qui est à droite, hein, qui montre des stats assez affolantes sur le fait que 69% des entreprises en France auraient déjà été en contact avec un ransomware. Bon, à relativiser, j'ai pris ça sur SOS Ransomware, mais simplement on sait que la stat est assez énorme et continue de s'amplifier là, notamment avec les JO. On le voit nous-mêmes à notre niveau, puisque du coup les attaques s'intensifient même chez nous. Donc là, l'idée en fait d'un SOC, il est vraiment sur un sujet de temps. Le SOC en fait a pour objectif de vous réduire de la complexité, de vous réduire aussi du temps passé sur des tâches qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée pour votre entreprise et pour vous dans vos missions. On va vous donner un petit exemple. Donc là, j'ai pris un exemple particulier, donc Fortinet. 2022, septembre 2022, on est sur le meilleur firewall du marché. On est sur le Gartner ici, hein, qui classe les technologies là de firewalling. Et puis on voit Fortinet qui sort complètement du lot. Fortinet est un excellent acteur, mais du coup, on peut voir que qu'est-ce qui s'est passé le 10 octobre 2022? Ils ont une faille qui est classée 9.6 sur 10. Faille totalement critique, vulnérabilité en fait qui est communiquée sous forme d'une CVE. Cette vulnérabilité permettait à une personne non authentifiée de dropper carrément une clé SSH sur du matériel Fortinet. Évidemment, c'est extrêmement grave, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est qu'une clé SSH. C'est le Graal, hein, pour finalement prendre le contrôle complet de l'équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, en octobre 2022, les personnes qui avaient du matériel Fortinet et qui ne s'étaient pas occupées de cette faille, en fait, avaient pensé être sécurisées par la meilleure solution du marché. Mais à ce moment-là, en fait, la solution qu'ils avaient sur leur réseau était une porte d'entrée royale pour la piraterie. Alors, attention, hein, je remets ma confiance sur Fortinet. Pour moi, ça reste un des meilleurs acteurs du marché. Le fait qu'ils publient leur CVE, c'est extrêmement important, hein, pour qu'on puisse les patcher.
Et c'est pas parce que de temps en temps vous avez des acteurs qui ont une faille que c'est un mauvais acteur. Tous les acteurs, switch, firewall et tout ça, ont des failles. La différence en fait avec entre une entreprise qui avait un SOC ce jour-là et une entreprise qui n'avait pas de SOC, une entreprise qui dispose pas de SOC, en fait, il faut qu'elle patche la CVE, mais qu'elle fasse aussi une analyse technique, puisque là, en octobre 2022, il s'agit pas non, enfin, il s'agit pas seulement de mettre à jour Fortinet, il s'agit en fait d'aller comprendre comment corriger cette faille, mais aussi comment analyser si elle avait pu être exploitée par un pirate. Donc ça demande un petit peu de technicité, ça demande un petit peu de complexité et ça demande du temps. Euh, les entreprises qui sont équipées d'un SOC correct, nous par exemple, en fait, le jour où cette faille a été publiée, nos équipes se sont organisées pour patcher 2200 firewalls dans une matinée, pour vérifier les 2200 firewalls et pour les patcher dans la matinée. Donc c'est là en fait voilà, un des premiers intérêts que vous pouvez trouver sur un SOC. Donc en fait l'idée du SOC c'est quoi? En tout cas, enfin l'idée d'un SOC côté ID-Line, hein, notre définition, c'est de vous permettre de confier votre sécurité à une équipe d'experts. Euh, L'avantage de cette équipe, c'est qu'ils sont organisés et outillés pour être capables de remplir cette mission sur un grand nombre d'équipements de sécurité. L'idée, c'est qu'on va gérer, par exemple, comme là on l'a évoqué, 2200 firewalls, mais qu'on a des outils qui nous permettent en fait de gérer en temps réel ces 2200 boîtiers. Euh, Grâce à ces outils et puis à notre organisation, en fait, nous c'est simple, hein, pour quand il y a une faille, par exemple CVE, en fait, il y a une réunion en fait en début de journée qui prend toutes les CVE publiées et puis en fait on s'organise simplement pour voilà pour organiser nos efforts. Ça fait 10 ans nous qu'on fait ça, donc en fait on envoie passer tout le temps hein, des CVE et puis du coup on a un petit peu l'habitude maintenant de gérer ce type de sujet. Donc l'avantage après d'un SOC, c'est que vous allez pouvoir leur confier pas que les firewalls, hein, vous pouvez leur confier en fait un certain nombre d'équipements de sécurité. Vous voyez ici en fait nous par exemple sur nos data centers, on a plus de 5000 sondes et en fait on peut aller jusqu'à confier carrément l'externalisation du système d'information. Ça c'est vraiment le SOC au plus profond de ce qu'on est capable d'en faire. Et là, en fait, on est carrément sur du SIEM, hein, puisque du coup, quand vous êtes sur des data centers, l'idée c'est que vous avez 5000 sondes à l'intérieur des data centers, plus du matériel de sécurité en amont, plus du matériel de sécurité sur les machines qui sont à la disposition de nos clients, notamment de l'EPP et de l'EDR. Et puis, vous avez du SIEM qui nous permet en fait de remonter tous les logs de toutes les machines et de tous ces systèmes-là vers une console unique. Et derrière, vous avez de l'algorithmie qui passe, des systèmes de machine learning aussi, et puis de l'humain. Donc l'algorithmie va permettre des isolations instantanées, et puis l'humain derrière va nous permettre d'analyser pour éventuellement prendre des actions à plus long terme. Donc là, l'idée, c'est que pour corriger les failles, par exemple CVE sur un poste, on va installer de l'équipement, hein. Je vais vous montrer carrément les équipements qu'on utilise. Donc ici, vous voyez sur mon poste, en fait, et sur le poste de toutes les personnes, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on est tous équipés en fait d'un software updater. Euh, donc là, pour le coup, c'est WithSecure hein, dont on se sert pour faire ça. Et vous voyez ici en fait qu'il fait les mises à jour logicielles. Donc là, il m'a fait 30 mises à jour logicielles. Donc on voit que c'est principalement du Google Chrome, mais il doit y avoir d'autres choses. Il y a du Mozilla Firefox, du GIMP, du WinRAR, du Adobe. Et on voit en fait les niveaux de gravité de la CVE, donc gravité important ici des choses un peu plus modérées, important sur Zoom, et puis donc les intitulés des CVE. Et on peut voir en fait qu'il les a patchés en temps réel de manière automatisée, sans que j'ai eu besoin de m'en occuper. Donc en fait, ça c'est le type d'outil, par exemple, qu'on va utiliser notamment sur les postes des entreprises qu'on va accompagner pour gérer cette partie CVE, qui est une seule des parties hein, de la sécurité, mais qui est
une partie en amont en fait des problèmes de sécurité, puisque déjà patcher une CVE, on sait que pour construire un payload pour un pirate qui va permettre du coup de prendre le contrôle d'un poste, bah, ça va être plus compliqué parce que les outils qu'ils utilisent généralement s'appuient sur des failles bah, qui existent sur les logiciels. Donc si on revient ici, donc le SOC aura pour premier rôle de vous aider en fait sur cette tâche qui est absolument barbante hein, et puis qui est chronophage et sans valeur ajoutée, de patcher en fait les vulnérabilités, que ce soit sur les équipements firewall, les équipements, enfin les logiciels qui sont sur les ordinateurs, mais aussi éventuellement sur les serveurs. Ensuite, le deuxième point, c'est que votre SOC il va avoir pour rôle bah, d'exploiter ces outils pour gérer notamment des alertes de sécurité. En l'occurrence, ici, on voit la réaction d'un EDR, je vais y revenir un petit peu après, et on voit en fait qu'on est sur une GTI 1 heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un EDR qui a confiné un poste. Le poste a été confiné en instantané dès détection d'une attaque, et puis le SOC derrière vient intervenir dans un délai très très court qui est 1 heure. Et de manière plus globale, le SOC, en fait, il va avoir pour rôle aussi de vous accompagner sur des sujets plus techniques, par exemple bah, sur la configuration notamment bah, d'un outil comme l'EDR hein, ou des systèmes de firewalling, des systèmes de filtrage. Là, en fait, le fait qu'on ait des équipes pluridisciplinaires avec 10 ans d'expérience nous permet en fait d'être capable de, par exemple, d'ouvrir des flux sur un firewall tout en respectant des démarches de sécurité, de paramétrer un EDR pour, j'ai vu par exemple dans l'assemblée là des personnes qui se sont joints sur le webinaire, il y a des équipes de développement informatique. Bah, un EDR, c'est nécessaire même dans des entreprises où il y a des développeurs, hein, et c'est même encore plus nécessaire qu'ailleurs, je dirais. Et par contre, pour que ça fonctionne bien, bah, l'EDR, il va falloir en fait le paramétrer de manière beaucoup plus fine encore que dans une PME classique. Et c'est là où en fait votre SOC va être amené à vous accompagner sur le paramétrage justement des EDR pour qu'il soit capable de vous défendre tout en respectant bah, la flexibilité dont a besoin par exemple un développeur qui développerait un logiciel dans votre entreprise. Donc en fait l'idée voilà c'est du SOC, c'est bah, de vous aider à faire aucun compromis en termes de sécurité tout en vous rendant votre temps et en vous permettant de reprendre la maîtrise de votre système d'information et notamment de vos projets de déploiement. Si par exemple vous avez des projets de déploiement ERP à faire, bah, ça vous permet de regagner du temps pour les faire. Si vous avez des projets d'équipement, tout ça sur des choses à valeur ajoutée, bah, en fait votre SOC va prendre finalement toute cette partie qui est assez barbante et chronophage, vous aider à faire aucun compromis dessus et vous laisser du temps. Donc maintenant, on va voir en pratique comment ça fonctionne. Bah, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple en fait de l'EPP EDR-SOC. Donc ça, c'est les offres en fait que vous retrouvez de temps en temps quand vous consultez un prestataire extérieur de cybersécurité qui est capable de faire du SOC. Il va généralement vous proposer en fait des couches de, par exemple, de protection des ordinateurs. Donc, il va utiliser l'outil EPP qui va permettre de bloquer du malware. Donc, c'est des technologies sophistiquées qui permettent de bloquer du malware avancé, y compris du zero day, hein, ceux qui sont donc des virus ou des logiciels malveillants qui sont programmés et diffusés aujourd'hui et qui sont donc pas encore signalés dans les bases de signatures virales. Et du coup, ces systèmes-là vont être capables de faire du sandboxing, du comportemental et du machine learning pour intercepter bah, ce type de malware qui sont inconnus. La deuxième brique, en fait, vous allez avoir de l'EDR et celle-là bah, va être beaucoup plus impliquante et elle va vraiment être dépendante d'un SOC. Pourquoi? Parce que l'EDR, lui, il agit à un niveau différent. Le PP intercepte du malware, du virus, du logiciel. L'EDR, il n'est pas là pour intercepter du logiciel, mais pour détecter s'il y a un pirate qui serait infiltré sur votre machine. Et pour détecter si un pirate est infiltré sur votre machine, il va devoir regarder la machine dans son comportement global. C'est-à-dire voir si par exemple sur la machine, il y aurait, hop, par exemple ici, voilà, des scripts PowerShell qui pourraient passer, comme celui-là par exemple. Donc là, vous voyez par exemple, je viens de faire un script PowerShell, pour autant mon EDR, il ne m'a pas isolé la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va être capable, quand il est bien paramétré, quand il est finement paramétré, capable de détecter que bah, le PowerShell que j'ai passé, la ligne de commande PowerShell que j'ai passée n'est pas forcément dangereuse pour la machine. Ça peut être une ligne de commande qui est tout à fait légitime si par exemple c'est un DSI qui pousse bah, une mise à jour ou qui pousse des choses via une GPO sur
sur les postes des collaborateurs. Mais ça demande un paramétrage très fin, puisque du coup, si on ne paramètre pas de manière très fine finalement ces alertes, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? L'EDR va appliquer son R, hein, le R de response, donc Endpoint Detection and Response, et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confiner la machine, il va la couper d'Internet, il va la couper aussi du réseau local. On la coupe d'Internet pour éviter que le pirate puisse continuer à passer des lignes de commande. Et puis on la coupe du réseau local pour éviter que l'attaque puisse se propager sur d'autres postes. Le problème pour une entreprise, c'est que si vous mettez de l'EDR sur par exemple 50 machines et que l'EDR il pète les plombs parce que vous avez envoyé un script PowerShell qui est mal interprété, vous allez vous retrouver avec 50 personnes qui vont être coupées d'Internet, et en plus de ça, vous ne serez peut-être pas informés, donc c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas facilement vous communiquer avec vous parce qu'ils ne pourront pas vous envoyer un mail. Donc c'est là où intervient finalement le SOC, c'est que parfois, malgré des paramétrages très fins, il reste quand même des alertes à traiter qui peuvent être des alertes de faux positifs. Et puis, il reste aussi évidemment les alertes qui sont des véritables alertes, donc qui méritent une investigation, puisque là, en fait, il y a carrément un cas de cyberattaque derrière. Donc le SOC, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on va voir vraiment dans les coulisses du SOC. Ici, vous voyez en fait une attaque, hein. Donc en fait, vous avez un poste qui est incriminé dans une attaque, le desktop, machin là. Et puis on voit en fait un schéma d'attaque où vous voyez que le pirate a tenté en fait des lignes de commande sur la machine avec un CMD puis PowerShell. On voit en fait le risque qui a été défini comme grave par l'EDR, confiance élevée dans son auto-diagnostic, dans le diagnostic fourni par l'EDR, et puis une gravité élevée décelée par l'EDR dans ce qui est en train de se passer. Et le SOC, en fait, ici, ils vont avoir plusieurs actions possibles. La première chose, c'est que là, en fait, on voit ici un bouton qui va leur permettre d'informer le client. Donc en cliquant sur ce bouton, ça va faire apparaître un petit pop-up sur la machine de la personne qui a eu l'attaque, et ils vont pouvoir leur dire, voilà, on suspecte une cyberattaque sur votre ordinateur, on est en train de prendre contact avec votre équipe système d'information, et on est en pleine résolution. Et puis derrière, si jamais en fait ils détectent que c'est un faux positif, ils vont pouvoir libérer le poste à distance. On va aller regarder un petit peu plus loin. En fait, l'attaque, on va pouvoir ici l'analyser de manière beaucoup plus fine, hein, puisque vous voyez en fait sur la droite, vous avez un scrolling qui permet en fait de descendre très en profondeur sur l'analyse de l'attaque. Mais ici, on peut très vite comprendre ce que c'est, parce que c'est une attaque assez simple, enfin, c'est un point assez simple à analyser. On voit qu'on a une ligne de commande avec un PowerShell qui reste start bit transfer priority foreground. Donc on a un pirate qui initie un transfert de données avec une priorité en foreground, donc qui fait passer devant les autres téléchargements. Il va chercher une source distante sur un serveur distant, et puis il vient la télécharger sur le poste. On pourrait très bien imaginer une attaque un petit peu différente où le protocole bit transfert sera inversé, la source serait sur le poste et le serveur distant. Auquel cas, en fait, on serait sur de l'exfiltration de données. Ici, on est sur une attaque sur laquelle, en fait, le pirate cherche à dropper quelque chose sur l'ordinateur. Et là, on voit, en fait, qu'il y a eu une date d'exécution à 10h14 et 33 secondes, et que le script a été tenté à 10h14 et 33 secondes, et que l'EDR y a mis fin à 10h14 et 33 secondes. Donc, l'isolation, elle est complètement instantanée. On peut voir après ici un ID mitre attaque qui permet en fait d'aller se renseigner plus précisément sur le type de brique de cyberattaque, de quel type il s'agit, parce que du coup il y a des référentiels qui nous permettent d'identifier plus facilement les cyberattaques. Ici on est dans du scripting abuse, hein, et on voit simplement que dans ce cas-là, on était sur une phase de test, hein, puisque du coup Anthony Le Chevalier qui est ici est une personne de chez nous. Globalement, ici, le SOC va intervenir pour soit désisoler si jamais c'était un problème en fait, un faux positif. Mais normalement, vous devriez vous poser une question à ce moment-là, c'est comment est-ce que le SOC qui se trouve chez nous, pour le coup à Angoulême, en tout cas pour ID-Line, comment est-ce que ce SOC va être capable d'intervenir à distance sur une machine qui est censée être coupée d'Internet? Donc cette réponse, hein, je vais vous la donner, hein, c'est assez bête, c'est que en fait le système WithSecure qu'on exploite, hein, le système de DR qu'on exploite, euh, lorsqu'il confine une machine, il le fait de manière à couper les 65 535 ports de la machine. Il va en garder seulement un seul qui va être ouvert, et ce port-là va communiquer au travers d'un socket sécurisé qui va être capable d'échanger uniquement avec WithSecure et même pas avec nous. En fait, nous après on se connecte derrière sur WithSecure et c'est comme ça en fait qu'on peut avoir une action sur la machine à distance.
Hop. Donc là, on a vu une micro-brique de cybersécurité gérée par un SOC, mais on peut voir qu'en fait, cette micro-brique, on peut commencer à l'étendre, puisque là, du coup, on vient d'intercepter du malware et du pirate sur un poste. Mais cette technologie-là, on l'exploite de manière beaucoup plus largement pour aller faire notamment de la protection de l'univers cloud, enfin d'univers Office 365. Par exemple, ça nous permet en fait de détecter en temps réel, ou quasi temps réel, si un identifiant mot de passe Office 365 fuite sur le dark web et du coup de prévenir en fait immédiatement et d'avoir des actions immédiatement auprès du client. Ça nous permet aussi de savoir si, par exemple, il y a des choses qui sont droppées sur un SharePoint et qui ne seraient pas légitimes. Par exemple, quelque chose, je sais pas, un malware qui serait droppé sur un SharePoint. Ces outils-là, on va pouvoir les utiliser aussi pour sécuriser des postes téléphoniques, des smartphones. Et de cette manière-là, en fait, avec ce type d'outils et avec notre SOC, en fait, on est capable d'avoir une vue assez 360 sur chacun des univers de, de travail hein, de nos clients. Donc là, si on descend un petit peu, on peut voir notamment la couche EPP de WithSecure, dans laquelle en fait vous avez déjà, rien que sur la partie EPP, un certain nombre de choses, et le software updater que j'ai évoqué un petit peu plus bas, donc qui permet de patcher les logiciels. Vous avez l'Endpoint Protection Platform, le système High Powered Endpoint, l'analyse comportementale qu'on a évoquée, l'analyse statistique. Et puis on peut même en fait faire du scanner de vulnérabilité grâce aux technologies de WithSecure pour carrément là aller faire de l'audit approfondi et technique, c'est-à-dire qu'on serait plus dans un audit uniquement vocal et organisationnel. On serait pas sur un consultant simplement qui vient et qui vient juste échanger avec les équipes pour voir comment tout fonctionne, mais carrément en fait on utilise cette fois-ci des outils spécialisés qui nous permettent d'aller détecter sur tout le système d'information depuis l'intérieur et non pas juste un scan superficiel depuis l'extérieur s'il y a des problèmes. Donc la mise en place d'un EDR sur un système d'information, généralement il se passe de la manière suivante. On déploie un agent EDR sur un parc pilote, c'est-à-dire qu'on va prendre des machines, par exemple quelques machines virtuelles et puis quelques machines de l'univers du client. Ça peut être des téléphones ou ça peut être des PC ou des Mac hein, d'ailleurs. On peut même déployer de l'EDR sur du Linux en ligne de commande. On va chercher en fait à analyser dans un premier temps en mode passif tous les faux positifs. On va ensuite générer des règles de détection beaucoup plus fines sur lesquelles on va mettre des exceptions. Et puis après, en fait, on va étendre l'EDR sur un ensemble beaucoup plus large de postes, soit sur un lab numéro 2, un parc pilote étendu, soit carrément sur l'ensemble des périphériques de l'entreprise. Et puis après, on va organiser une surveillance permanente. C'est là où du coup, vous avez la tour de contrôle chez nous, hein, dont le rôle est dédié vraiment à gérer du SOC. Puis on peut voir après en fait comment ça fonctionne une fois qu'on est dans le mode de fonctionnement SOC, hein. C'est qu'après vous avez en fait une alerte qui génère une action automatique. Vous avez une analyse en fait par nos analystes de niveau 1 et en fonction de la typologie de l'alerte, ça passe à un niveau 2 voire un niveau 3. De cette manière-là, après nous, on est capable d'intervenir en 1 heure max et de vous prévenir du coup s'il y a quelque chose à faire ou si c'est un faux positif, d'interagir sans venir vous déranger. L'avantage pour un DSI à ce niveau-là, c'est que vous êtes plus tranquille en termes de cybersécurité et puis surtout, vous pouvez partir en vacances de temps en temps sans qu'on vienne vous ennuyer. Il n'y a pas de compromis, en même temps, vous récupérez du temps. Donc au niveau de nos champs d'expertise, donc en fait nous on est capable de travailler sur le leader français mondial, enfin français pardon, le leader mondial des technologies de firewalling. On travaille exclusivement avec du matériel américain sur ces technologies-là. Pourquoi? Hein, parce que on a quand même un certain niveau de qualité sur ces systèmes-là, un Fortinet WatchGuard. Sur la partie EPP, EDR, on va exploiter nous du WithSecure. Là-dessus, en fait, on a fait un benchmark sur lequel on a mis 22 solutions en concurrence dans des labs de R&D. Sur ces 22 solutions, on en a retenu 8 dans des labs de R&D plus profonds. Et sur les 8, on en a sélectionné 2 qu'on a gardé au catalogue et qu'on fournit aujourd'hui à nos clients. Notre scope d'analyse a été le suivant. On a cherché en fait à avoir déjà à avoir les meilleurs taux en termes de taux d'arrêt
Ça, c'était le premier point. Ensuite, on voulait avoir une technologie EPP et EDR qui était différente. C'est-à-dire, on voulait vraiment en fait que l'acteur soit capable de faire un EDR à part entière et non pas un EPPDR, non pas, on va dire, un mix d'EPP avec quelques fonctionnalités d'EDR. On voulait un véritable EDR spécialisé sur la détection de pirates. Voilà. Et puis, on voulait aussi un SOC, enfin un système qui permette à notre SOC d'avoir une certaine verbosité dans la lecture des attaques. Et là, en l'occurrence, WithSecure, bon, on a pu le voir un petit peu plus haut, nous donne une certaine lisibilité très profonde sur les attaques. Donc voilà les trois gros critères qu'on avait. Après, il y en a un certain nombre d'autres. Sachant que WithSecure avait aussi une fonctionnalité qui nous intéressait, c'est notamment ce software updater, le fait d'avoir une console unique qui nous permet de gérer autant du téléphone que du PC ou du serveur dans une même console. Et puis ils avaient quelques autres avantages qui nous intéressaient bien. Donc WithSecure, c'est la filiale pro de F-Secure, hein, société finlandaise qui a maintenant une quarantaine d'années dans la cybersécurité. Et puis bah en fait WithSecure, c'est ceux qui protègent les 8 plus grosses banques de notre monde, hein, les 5 premières banques du Royaume-Uni qui sont la City, hein, la finance de notre monde, et puis les 3 plus grosses américaines qui sont pareil, les plus grosses de la finance du monde. Et pourquoi est-ce que les banques, ça nous intéresse? Parce que c'est là où en fait le curseur cyber est placé le plus haut dans tous les acteurs avec lesquels on est amené à travailler. Après, au niveau du groupe, en fait, on porte deux labellisations principales, hein. On en a d'autres, mais celles-là sont celles qui vous concernent le plus. On a la labellisation Expert Cyber, donc c'est celle qui est décernée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Et puis surtout au niveau d'ID-Line, on a l'Information Security Management, l'ISO 27001, donc c'est l'ISO de la cybersécurité, qui est extrêmement importante, notamment dans le cadre de vos plans d'assurance ou si vous avez des donneurs d'ordre type assurance, banquier ou autre qui vous demandent en fait par exemple du PSSI. Bah, généralement, notamment dans le cadre de Nice 2 qui arrive bientôt, donc Nice 2, règlement européen qui va contraindre un certain nombre d'entreprises en fonction de leur secteur d'activité à contrôler la qualité technique des intervenants de leurs partenaires cybersécurité et informatique. Bah, il faudra fournir dans ce cas-là en fait une certification ISO 27001 dont on dispose et qui justifie du fait que nous avons un PSSI, qu'on est audité tous les ans sur la qualité des pédigrés, on va dire, des gens qui travaillent chez nous, en termes de diplôme, en termes de certification, mais aussi sur la qualité de nos infrastructures, sur la qualité des procédures qu'on met en place pour garantir la sécurité de vos données, et sur la traçabilité et le fait de ne pas pouvoir falsifier nos procédures. Et puis dernier point, on est partenaire de confiance de la CCI de Bordeaux on a été reconnu pour notre expertise cybersécurité et data. Donc c'est pour ça que de temps en temps vous avez la CCI, si vous allez les voir, qui vous renvoie vers ID-Line en termes de cybersécurité. Hop, le dernier point, et puis après je vous propose qu'on laisse la place aux questions. Juste en termes d'expertise, donc ID-Line, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on fait de la cybersécurité en infogérance à tout niveau, autant sur du relais de protection mail, sur de la protection de machines, de smartphones, d'univers 365 depuis que ça existe. Mais aussi sur la partie firewalling et puis notre cœur vraiment de métier, là où en fait on excelle, hein, c'est le fait c'est d'héberger carrément des systèmes, d'externaliser des systèmes d'information complets sur nos data centers et puis de les protéger derrière Mirador et ainsi de suite. Euh, Plus largement, sinon dans les solutions qu'on peut fournir en entreprise, on fournit aussi des systèmes, par exemple, qui permettent de mieux gérer vos mots de passe. On est capable de gérer aussi la sensibilisation des collaborateurs, l'entraînement des collaborateurs à la cyber. Ça se fait pas n'importe comment. Généralement, une réunion de temps en temps, ça suffit pas. Nous, on a carrément en fait des systèmes de gamification qui doivent revenir régulièrement avec des systèmes de fausses attaques. On est capable aussi d'infogérer de la sauvegarde et notamment de la sauvegarde immuable externalisée, parce qu'il faut savoir quand même que si un pirate s'infiltre sur vos systèmes et que vous avez une sauvegarde en local, bon là vous avez quasiment toutes les chances qu'elle soit
compromise en même temps que le reste du système d'information. Mais même lorsqu'elle est externalisée chez un prestataire, ça, il y a peu de gens qui le savent, bah, un pirate qui pourrait avoir accès à vos systèmes Vim, notamment quand vous utilisez Vim en interne, bah, il pourrait venir en fait compromettre votre sauvegarde à distance chez le prestataire. D'où l'importance de faire de la sauvegarde immuable chez le prestataire. Et sauvegarde immuable, on est sur une sauvegarde qui ne peut pas être compromise même par votre prestataire, c'est-à-dire que même votre prestataire n'a pas accès aux containers dans leur période d'immuabilité. Voilà. Après, nous, en fait, bah, du coup, la cybersécurité, pour nous, c'est une question de vie ou de mort, hein, puisque finalement, on protège 3 data centers. Donc, en fait, ce qu'on fournit en infogérance, c'est ce qu'on applique nous-mêmes à nos propres data centers, hein. On a plus de 8000 EPP EDR sous infogérance. Je pense même qu'on doit être à plus de 10 000 aujourd'hui, hein. Ce slide, j'ai pas refait les stats depuis un petit moment. Pareil pour les firewalls, on en avait aux dernières nouvelles 2200 sous infogérance. Il faudra que je me renseigne, hein, je suis co-commerce à mon niveau. On est le premier intégrateur Fortinet au niveau régional, hein. Tout à l'heure, je vous ai montré une faille Fortinet, mais je vous ai dit, hein, on a confiance en cette technologie-là, puisque en fait, c'est pas le fait qu'ils aient des failles de temps en temps, c'est matériel, hein, qui est important. Tous les matériels en auront. Un Storm Shield a connu 2 ans, par exemple, de failles tous les mois pendant un moment parce qu'il y avait eu le code source, si je me rappelle bien, qui avait été récupéré par des pirates. L'important, en fait, c'est que bah, ces failles soient gérées de manière intelligente par leur constructeur et de manière surtout très réactive, c'est-à-dire les publier et que derrière vous soyez bien accompagné. Puis on est d'ailleurs dans le top 10 France sur 500 intégrateurs Fortinet, mais on fait aussi WatchGuard. Et puis bah, vous avez une expertise qu'on espère vous fournir jusque dans les formations, dans les fonctions commerciales. Bon, moi-même, j'encadre l'équipe commerciale et je fais du développement informatique depuis une dizaine d'années maintenant. Mais globalement, à chaque fois qu'on recrute un commercial, on essaye non seulement de le recruter avec une compétence technique, et derrière, on le fait monter de manière le plus profond possible sur des couches de technicité, notamment cyber. Donc, ils sont très souvent en contact de nos ingénieurs pour faire ça. Et puis le dernier point, c'est que sur la partie notamment WeSecure, parce que c'est quand même ce qui nous est le plus demandé aujourd'hui, hein, bah, on est réassuré par des équipes en fait techniques qui se trouvent à Toulouse, sur notre agence, enfin à côté de notre agence de Toulouse. Et de cette manière-là, en fait, on a carrément l'industriel qui est derrière. Ça, c'est pas forcément toujours facile de les avoir. Quand vous avez un industriel, enfin, c'est pas facile, c'est pas que c'est pas facile d'avoir WeSecure, c'est que c'est pas facile de trouver un prestataire qui puisse être réassuré par un industriel derrière avec des équipes en France, puisque souvent, en fait, les solutions de PPEDR, je vais prendre par exemple EZ, bah, EZ ils sont slovaques, hein, donc c'est un petit peu loin de nous. Sentinel One, bah, c'est américain, et ainsi de suite. WeSecure, on a la chance d'avoir une entreprise qui est européenne et surtout qui a des équipes en France. Voilà. Après, en termes de référence, on travaille avec des choses assez sympas, hein, bah, par exemple, Gédimat, hein, 500 points de vente en France qu'on sécurise. Le Crédit Agricole, on s'occupe de leur filiale Grand Cru, Square Habitat et puis d'autres. Et puis de manière beaucoup plus large, on travaille vraiment sur tous les secteurs d'activité, que ce soit santé, armée, voilà, industrie, et puis tout type d'entreprise. Ça peut être des experts comptables, des architectes et ainsi de suite. Enfin moi j'en ai terminé. Maintenant je vous laisse la place pour les questions si vous en avez, s'il y a des technologies, des choses sur le SOC sur lesquelles bah, vous vous posez des questions, je suis là pour y répondre. Je vais rester encore 1 minute. Je vais vous mettre un dernier slide ici avec nos coordonnées. J'aurais pu penser à le faire plus tôt, désolé. On va faire une comme ça. Je vais vous le mettre en plus gros après, hein. 05 et idline.fr. Donc ça, c'est de quoi me joindre si besoin. Si vous avez des questions que vous avez besoin de poser de manière un peu plus intime qu'ici. Voilà. Du coup, je vous mets sur le responsable commercial.
Alors, je crois pas qu'il y ait de questions. Du coup, bah, écoutez, je vous remercie pour votre temps. C'était une première pour moi sur ce webinaire, donc je me suis pas senti forcément ultra à l'aise. Vous aurez un petit questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à le remplir pour m'aider après à rendre plus fluide et plus intéressant éventuellement ces sujets si jamais voilà, vous avez des questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Du coup, ne voyant pas de questions, bah, je vais déconnecter. Je vous remercie à tous pour votre présence et puis bah, au plaisir de rééchanger avec vous éventuellement dans l'avenir.